La plupart du temps, dans cette émission, nous parlons de héros fictifs, nous parlons de héros de romans. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire une exception et nous allons parler encore d'un héros, mais cette fois d'un héros véritable, puisqu'il s'agit d'un journaliste et d'un grand journaliste, Albert Londres. Je ne suis pas sûr que beaucoup de mes contemporains connaissent Albert Londres et conserver encore le souvenir d'Albert Londres, n'est-ce pas? Mais il était bon justement qu'on rappelle sa mémoire, qu'on le fasse revivre, parce que ça a été un grand vivant. Et c'est un journaliste, bien sûr, qui a raconté la vie d'Albert Londres, l'aventure du grand reportage chez Grasset, c'est Paul Mousset. Paul Mousset, vous êtes romancier, d'ailleurs vous avez eu le grand prix du roman de l'Académie française, vous avez eu le prix Théophraste Renaudot, enfin, et d'autres aussi, mais vous êtes foncièrement journaliste. Absolument. N'est-ce pas? Et c'est, je pense, à ce titre-là que vous avez parlé d'Albert Londres, parce que vous l'avez profondément admiré. J'ai profondément admiré, je l'ai rencontré pour la première fois, c'était en 1931, je crois, et au moment où on préparait l'exposition coloniale. J'appartenais à la suite du maréchal Lyautey à l'époque, et il visitait ce qui est devenu la Cité des Informations. Et alors, on a vu à un moment donné, il y avait toujours une petite foule qui venait quand le maréchal se déplaçait lui-même, et on a vu un homme se détacher, venir vers lui, lui parler. Il m'a fait une impression extraordinaire, je ne sais pas qui c'était, et un des officiers d'ordonnance m'a dit « mais c'est Albert Londres, vous ne le connaissez pas ». Et alors, évidemment, tout le monde à l'époque connaissait Albert Londres, parce qu'Albert Londres s'était déjà signalé par des enquêtes absolument retentissantes sur le bagne, sur Biribi, etc., enfin beaucoup d'autres choses, la traite des Blanches. Et il était, quand je l'ai vu cette fois-là, il était à 1 an de sa mort. Oui, et voyez-vous, je crois que j'ai été amené à écrire ce livre, surtout parce que vers 1962, je suis allé à l'île des Pins à Nouméa, que j'ai vu les restes du bagne, là où on avait déporté les gens d'après la Commune. Et tout naturellement, il m'est revenu le souvenir d'Albert Londres. Et quand je suis rentré en France, j'ai repris ses livres, je me suis dit, mais cet homme est formidable. Et alors, j'ai porté, si je peux dire, Albert Londres en moi pendant une dizaine d'années, et puis un beau jour, je me suis mis à l'écrire. Sa fille Florise m'a ouvert toutes ses archives, elle m'a donné ses lettres, j'ai relu tous ses livres, vu une documentation extraordinaire de photos. Alors je crois que maintenant je l'ai à peu près restitué. Oui, maintenant je dois dire une chose, c'est que ça n'était pas très très commode, parce que cet homme qui était la minutie même, le scrupule même, ne datait jamais ses lettres. En effet, ça rendait votre travail particulièrement difficile. Il faut dire aussi que ce travail était difficile parce que Albert Londres n'était pas un journaliste comme les autres. On voit, enfin, disons, Rouletabille, l'image de Rouletabille, le journaliste qui court la terre comme ça, uniquement en quête d'aventure. Lui, c'était autre chose que ça. Et même dans votre livre, il y a un des tout premiers chapitres, c'est le second chapitre, Portrait d'un poète. Oui, parce que c'était essentiellement un poète. Oui. Il est né à Vichy, dans un milieu aisé, mais essentiellement, il cultivait la poésie naturellement. C'était son langage normal. Et il en faisait quand il était au lycée de Moulins, il faisait des poèmes. Ensuite, quand il est allé à Lyon, où il a fallu qu'il travaille, il est entré à la Surienne des Mines, et il faisait des poètes. Et c'est là où il a rencontré un certain nombre de gens, comme Dulin, comme Béraud, comme Rouquayrol, comme X et comme Y, qui, par la suite, l'ont accompagné à Paris, parce qu'à ce moment-là, la consécration venait obligatoirement de Paris. Et n'oubliez pas que nous parlons de 1904. Il était né en 84. Il était né en 84. Cela, ouais. Il était né en 84, le jour de la Toussaint. Oui. Il était né à Vichy. Et il est venu à Paris, ils ont eu une existence, il y a eu comment dirais-je, en éclaireur. Les autres sont venus par la suite, etc. Ils ne sont pas venus en commando, comme l'a écrit Béraud, ça n'est pas vrai. C'est véritablement lui qui a frayé la voie. Et il a eu une existence extrêmement difficile au début, parce que, qu'est-ce que vous voulez, on ne pouvait pas vivre de poésie. Bien oui. Son premier grand reportage, ça a été tout de même la cathédrale de Reims. Ah, c'était la cathédrale de Reims, pour une raison très simple. La guerre 14. La guerre de 14. Il avait été ajourné, parce que c'est un garçon qui n'avait pas une très bonne santé. Par la suite, il a eu une santé à toute épreuve. Mais il a été ajourné, et quand il appartenait à ce moment-là au matin, ou au Petit Paris, je ne me rappelle pas, enfin l'un des deux. Et la rédaction s'est trouvée complètement désorganisée. Et son rédacteur en chef lui a dit, qu'est-ce que vous voulez, allez voir, suivre les événements.
Et alors, c'est ce qui véritablement ferait rire beaucoup de jeunes reporters actuels, c'est que, vous savez quel était son moyen de transport? Eh bien, c'était ni le jeep ni l'hélicoptère, c'était la bicyclette. Et il a fait toute la bataille de la Marne à bicyclette. Et un jour, la bicyclette. Exactement. Les taxis, après la bicyclette. Et alors, ensuite, brusquement, il a eu une intuition, la bataille de la Marne venait de se terminer, et il a eu une intuition, quelque chose va se passer à Reims. Et il s'est précipité vers Reims, et il est arrivé pour assister au bombardement de la cathédrale. Alors, il a fait quelque chose de tellement extraordinaire, c'était un tel choc, n'est-ce pas, chez lui, que là, le poète et le journaliste se sont conjugués. Il a fait, c'était un cri du cœur qu'il a télégraphié à sa rédaction en chef, et quand le rédacteur en chef a eu ça entre les mains le lendemain matin, il a vu que c'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Et ce qu'on a fait en première page, les 2 colonnes centrales, et pour la première fois depuis quelques 12 ans qu'il était au journal, il a signé. C'est la première fois qu'il signait. La première fois qu'il signait. Jamais auparavant, sauf de très grands pontes, ne signait dans ces grands journaux. Il a eu une autorité extraordinaire, puisque vous dites que les ministres eux-mêmes lisaient avec la plus grande attention ses rapports. Je pense que c'est parce qu'il apportait tout de même autre chose qu'un témoignage. Il m'apparaît comme une sorte de justice. C'était un justicier, c'était un homme. Du reste, il l'a dit à un moment donné, on lui demande, mais comment définissez-vous votre œuvre, n'est-ce pas? Son œuvre, à ce moment-là, il y avait 2 livres, parce que ce n'était pas véritablement une œuvre. Des reportages qui étaient ensuite transcrits en livres. Et alors, il a dit, moi, je m'explique comme ceci, je prête une voix à ceux qui n'en ont pas et qui pourtant ont à se plaindre. Et c'est pour ça que la première fois, quand il est allé au bagne, qu'il a vu ce que c'était que le bagne à l'époque, alors évidemment, il a réagi. Mais non, il avait une chose très particulière. D'abord, c'est qu'il écrivait fort bien. Il a créé véritablement un style journalistique qui maintenant, n'est-ce pas, c'est à peu près le style qu'on devrait avoir en toutes circonstances à la radio. Et alors, il a donc vu, ce qu'il faisait, ce qu'il voulait avant tout, c'était faire comprendre les choses aux gens comme il les voyait lui-même. Mais il ne se lançait pas dans de grandes descriptions. C'était une touche, c'était une petite note, n'est-ce pas? Et le plus curieux, c'est que le public réagissait avec une violence extraordinaire. Alors, le bagne, ça a été ça, Biribi, c'est-à-dire les joyeux, etc., enfin les compagnies pénitentiaires, et Buenos Aires, le chemin de Buenos Aires. Le chemin de Buenos Aires. Et alors là, tenez par exemple, là, il explique pourquoi ça tourne autour de la traite des Blanches. Et alors, il dit, mais enfin, pourquoi cette traite des Blanches? Mais il dit, mais pour une raison très simple, c'est que ces filles meurent de faim en France. Parce que la France, ça se passait en 1927, la France 1927, il y avait surtout dans le domaine féminin énormément d'affaires. Et il est certain que beaucoup de ces malheureuses gagnaient autant en une journée à Buenos Aires que pendant tout un mois à Paris. On peut dire qu'en 20 ans de carrière, il a fait énormément de choses. D'abord, il a parcouru le monde, il a vu le monde sous tous ses aspects et à travers toutes ses classes, on peut le dire. Et c'est justement en revenant de l'autre bout du monde, de l'autre côté du monde, de Chine, qu'il est mort dans des circonstances particulièrement tragiques que vous évoquez et pour lesquelles vous avez fait une véritable enquête. J'ai fait une enquête qui était très poussée et qui n'a pas été très facile, mais enfin, parce que, évidemment, tout ça c'est très lointain, mais j'ai pu avoir les documents des commissions d'enquête précisément, je les ai analysés, j'ai analysé la plupart des témoignages, je me suis aperçu que ces témoignages ne concordaient absolument pas. Toujours est-il que Albert Londres venait de faire sa dernière très grande enquête en Chine, au moment où les Japonais envahissaient la Chine. Ça en 1932. 32. Et alors, ça a été l'invasion de Chapei, Shanghai, etc. Et là-bas, il était allé dans un but très précis. On n'a jamais très très bien su lequel. Mais il semble, en définitive, qu'il voulait dénoncer les trafics d'armes absolument éhontés qui se faisaient entre certaines firmes françaises, le Japon et la Chine. Et bien que ce n'était pas uniquement du commerce, il semble que beaucoup de grands noms auraient été compromis, de grands hommes politiques auraient été compromis dans l'affaire. La chose certaine, c'est qu'il n'a absolument pas soufflé
les mots de son reportage à quiconque, sauf à 2 amis avec lesquels il était à Shanghai, avec lesquels il est revenu sur le Georges Philippard, et le Georges Philippard, mystérieusement, a brûlé au large du Cap Gardafi, c'est-à-dire devant la Somalie. Oui, au mois de mai. C'était le 16 mai 1932, et il semble bien que le feu ait pris en plusieurs endroits. Tout ça a été controuvé, contredit. En fin de compte, la justice a déclaré qu'il n'y avait pas malveillance, enfin il ne semblait pas qu'il y ait eu malveillance, mais tout de même beaucoup de gens ont péri dans l'aventure. Enfin, ça a été une conclusion tragique à une vie, mais tout de même une vie très réussie. Une vie très réussie, c'est certain. Et notez qu'il ne savait pas nager, qu'il avait peur du feu. C'était enfant cet homme qui était un homme absolument un justicier, comme vous l'avez dit, qui était un sans peur quand il s'agissait de défendre ses idées, était un homme très timide en réalité.